tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Mandril. Alors déjà, bonjour Mandril. Salut Pierre-Yves, ou bonsoir. On fait cet enregistrement le soir, un vendredi soir. On pourrait faire d'autres choses, sinon. On va Voilà. parler, on va tergiverser. Voilà. Et ce soir, on va tergiverser. Donc c'est moi qui t'ai proposé le sujet la semaine dernière, je crois. Je voulais qu'on parle de l'utopie, donc de l'utopie classique qui a commencé à la Renaissance, l'utopie des temps modernes et qui a amené, on pourrait dire, la postmodernité et l'ingénierie sociale actuelle. On va faire un peu tout ce mouvement qui date, on va dire, du début de la Renaissance à aujourd'hui et à demain sûrement encore, parce que beaucoup de projets actuels de nos élites ressemblent à s'y méprendre à beaucoup d'anciennes utopies. On va utiliser ce thème qui est foisonnant, qui touche à énormément d'aspects anthropologiques de l'Occident, parce que on le disait d'ailleurs en off. L'utopie, il n'y a pas plus occidental que d'avoir des écrivains qui produisent ce genre de petite verrine intellectuelle, quoi. Parce qu'on va y revenir. L'utopie, c'est avant tout, la culture utopique circule dans des minuscules élites, des élites d'ailleurs lisantes. Et jusqu'en 1880, faut se dire une chose, c'est que très peu de gens, au final, lisent vraiment. Donc on a, je parle de l'Europe, donc on a une culture élitaire qui circule par ce micro-circuit, et donc il y a une intertextualité entre ces différentes productions de textes, et ils se répondent entre eux. On va voir ça à partir effectivement de la Renaissance jusqu'au 18e et au 19e avec les utopies socialistes. Il y a vraiment cet écho, et c'est qui ? Ce sont des écrivains, des parlementaires, des intellectuels, des hommes de lettres, des philosophes. En gros, c'est du pur fucking white male patriarcat blanc, petit îlot comme ça, qui va s'échanger pendant plus de 300 ans, quoi. Voilà, tout à fait. On peut dire, pour remettre dans le contexte, que les premières utopies, elles arrivent à la fin du XVe siècle, donc au moment de la découverte des Amériques, de l'imprimerie, de la Reconquista espagnole, parce que les historiens classiques, c'est là qu'ils font débuter vraiment la Renaissance. Et donc, comme je l'ai souvent répété dans pas mal d'émissions, c'est à cette époque, on va dire, qu'on passe vraiment d'un monde à un autre. On passe du monde traditionnel, de la chrétienté, on va dire, médiévale, aux prémices du monde moderne, avec un chamboulement social, avec la révolte du temporel sur le spirituel, donc avec des nouveaux clercs, on va dire, qui sont là pour imprégner l'imaginaire collectif et le paradigme, et on peut les appeler les humanistes. Erasme, Thomas More, on va en parler. Ils vont relire les classiques, ils vont relire essentiellement Platon et sa République, et donc sa cité idéale. Et donc, effectivement, la date clé qu'on cite chaque fois, c'est 1516. Et le genre littéraire qui situe donc la cité idéale avec une description d'un lieu fictif, un récit de voyage au final. C'est un récit de voyage et c'est un projet de société idéal. Mais c'est un thème qui va toucher à l'art, à la politique, à l'éducation. C'est pour ça que moi, ça m'a intéressé d'un point de vue graphique aussi. Toi, c'est plus d'un point de vue littéraire. C'est pour ça qu'on se rejoint. Puis c'est assez génial notre amitié parce que on a deux pôles comme ça qui vibrent et qui rentrent en oscillation. Et puis, c'est foisonnant et passionnant parce que c'est un imaginaire social, politique, voire artistique qui va être mis dans une projection. Et effectivement, parce que toi, ce qui est génial avec ton analyse, déjà, ce que tu as dit, c'est qu'on a ton œil pérennialiste, toi tu vas avoir une lecture mystique de ce phénomène, et puis moi j'ai plutôt une lecture, on va dire, universitaire classique de philo. Mais c'est marrant parce que pas beaucoup de profs le disent, si ce n'est aucun prof, c'est que l'utopie, d'une certaine façon, c'est une sécularisation, ou une forme, on va dire, sécularisée, laïcisée, du mythe fondateur de la pensée occidentale, celle du paradis terrestre, chrétien bien sûr, qui est en fait... de l'âge d'or des anciens. Voilà, exactement. Et qui est par nature inatteignable, souvenez-vous, on ne peut plus retourner dans le paradis, les anges règnent devant la porte. Tu mets les deux pieds dans le plat et c'est très bien. C'est justement ce qui fait ce grand changement de paradigme entre le Moyen-Âge traditionnel chrétien et le début des temps modernes qui est la Renaissance, c'est le sens de l'histoire, on va dire. Parce que pour un chrétien du Moyen-Âge, comme tu l'as très bien dit, le paradis est interdit, le paradis est clôturé,
et se situe dans un passé immémoriel, dans un passé presque anhistorique et antéhistorique, alors que les utopies qui naissent à la Renaissance chez les humanistes et ces intellectuels laïcs, c'est une projection dans le futur d'une société, de la cité radieuse qui doit advenir ici-bas dans le temps et l'espace. Donc c'est un changement radical d'où on regarde. Est-ce que le mieux est avant, comme le pensent les sociétés traditionnelles, et qu'il y a une longue dégradation suivant l'éloignement du principe, ou est-ce que il y a un progrès de la nature humaine et des sociétés humaines qui doit aboutir à un âge d'or ou à un paradis terrestre ici-bas? Alors pour te dire le niveau d'un prof que j'avais entendu, c'était le résumé du paradis terrestre, c'est un couple sans enfants qui vivait de loisirs dans un très grand jardin et ça va pas durer. Donc on ne peut plus y retourner. Voilà, c'est le lien avec l'utopie sécularisée. J'avais grincé des dents. Après, tu dis un truc très juste. Toi, tu prolonges, pour toi, les humanistes prolongent dans le futur. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, je vois plutôt une lecture hic et nunc. Donc, ici et maintenant, j'invente un système qui pourrait commencer demain. Mais dans le sens demain, dans 24 heures. Pas dans les lendemains qui chantent. Et ça, c'est justement, là, je vais y revenir, après les contre-utopistes, il y a tout ce mouvement aussi donc de récit-fiction et on a la science-fiction qui va elle-même non pas mettre sur une carte, parce que à l'époque au XVIe siècle, il n'y a pas tout qui a été découvert, donc c'est cool, on peut mettre un point un peu partout, on peut aller inventer en Inde des trucs incroyables et tout. À partir du XXe siècle, donc il y a déjà eu beaucoup de choses, il y a les gauchos, les socialos, les marxistes qui sont venus mâcher tout ça. La Terre est connue. Donc on va le placer dans le futur et dans le temps avec l'aspect justement avancée technique et technologique et science. Mais ça, je vais y revenir après. Oui. Pour continuer avec ton idée d'île et puis de Platon, il y a effectivement d'une certaine façon la volonté d'insérer dans la philosophie occidentale un non-lieu. Donc c'est le point que tu as dit. Les pérennialistes vont voir un non-lieu quasiment donc historique. Comme toi, tu parles de anhistorique. Voilà, non historique. Non historique. Ouais, dans un espace-temps qui n'est pas le nôtre, quoi, qui n'est plus le nôtre, on va dire. Parce qu'on parle de chute sur Terre, alors que le paradis projeté. En fait, en gros, quand je te parle de passé et de futur, c'est que pour moi, l'utopie, elle est projetée dans l'imaginaire, exactement comme un film qu'on va projeter sur un écran. Et comme tu le dis, ça doit se réaliser ici-bas et pour le coup, sûrement le plus vite possible. Alors que pour la pensée traditionnelle, c'est plus, il faut rembobiner la bobine, en fait. Ça s'est déjà passé. Tu vois, le paradis terrestre pour un homme du Moyen-Âge s'est déjà déroulé et on a chuté de cet état, alors que l'utopie est à advenir. Mais je te rejoins sur un truc, c'est intéressant, parce que cette idée de mettre en place une décompensation du réel avec un lieu fantasmé, elle a du coup un modèle insulaire qui a pour base au final un reste mythologique de Platon. Bien sûr, on renvoie tout le temps à la cité idéale donc de la République, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ce reste mythologique de Platon est beaucoup plus en lien avec l'Atlantide en fait, avec cet isolat géographique. Et cet isolat géographique renvoie justement à ce truc que c'était avant et maintenant c'est niqué. Et je renvoie à Jean Faure qui place l'Atlantide avant la première grosse chute il y a 12 000 ans où là il y avait encore tout qui était possible. Et pour donner un exemple tout bête, c'est que par exemple, on peut me rétorquer que, parce qu'il y a aussi, là je parlais de l'aspect temporel, mais on peut aussi parler d'un autre aspect. Il y a une horizontalisation des esprits et l'utopie est le fruit de l'imaginaire ou de l'imagination. On pourrait même dire du génie humain, hein, parce que c'est quand même très intéressant, hein, les utopies, c'est pas une critique hein, que je fais, c'est un constat. Alors que par exemple, la Jérusalem céleste qui doit arriver à la fin du cycle, notamment dans l'Apocalypse de Jean, descend de ciel en terre. Donc on a perdu cette verticalité et notamment ce que j'appelle la théorie des trois mondes, esprit, âme, corps. Et pour la pensée traditionnelle,
On a chuté de l'esprit dans le psychique, puis ensuite dans la matière, quoi. On pourrait même dire que la chute du paradis, c'est la chute d'un monde imaginal, non pas imaginaire, un monde subtil, un monde psychique, avec Corbin, on va y revenir. Dans le monde des corps, quoi, via un processus de solidification et d'éloignement de l'esprit, quoi. Et le salut refait ça, mais en mieux. C'est-à-dire que cette fois, c'est la Jérusalem céleste qui descend sur terre. Alors que nous, on veut faire exactement l'inverse. On veut cette fois faire du corps âme, esprit. Ouais. Et du coup, on aimerait faire ça avec le moyen physique. Voilà. Donc on inverse tout. On inverse tout. On fait le sens inverse avec le mauvais moyen. Voilà. Et on va le voir par la suite de cette émission. Beaucoup d'aspects des récits utopiques de la Renaissance sont une espèce de singerie, de parodie, ou de pâle copie des descriptions des âges d'or des anciens ou du paradis biblique, avec notamment par exemple une nouvelle autorité spirituelle, quoi, qui sera plus une petite oligarchie éclairée, cette nouvelle bourgeoisie et cette nouvelle intelligentsia qui a remplacé la cléricature médiévale, qui perd de plus en plus son rôle. Alors c'est très intéressant parce que je note une petite lecture donc pérennialiste avec, tu sais, comme chaque étape, chaque histoire, enfin chaque période historique a son propre Kali Yuga. Hein. Il y a une période d'ouverture, d'hégémonie, d'ascension, un pic et après un crash. Et tu peux prendre, il y a des micro-cycles. Chaque société, chaque civilisation recrée un mini Kali Yuga au final. On en avait déjà parlé dans tes émissions. Nous, effectivement, à partir du moment qu'on construit plus les cathédrales, effectivement, et même des connards totalement laïcs comme mon frère le disent, à partir du XIIIe siècle, au final, l'Occident, même s'il y a le progrès technique qui va être une béquille, qui va au contraire permettre de faire son hégémonie finale sur le monde, mais en mal, l'Occident, dans sa puissance philosophique, dans sa puissance de l'esprit, elle est morte depuis longtemps. Il va se passer la même chose pour la pensée utopique. Exactement. Qui va passer par une progression et qui va être de plus en plus dark, qui va atteindre son apogée, on va dire au 18e, début 19e siècle. Et à partir du milieu du 19e, début 20e, on va commencer à voir le genre des dystopies ou des contre-utopies pour aller finalement à une espèce d'enfer sur Terre, quoi. Je te l'ai dit déjà, je te la tease déjà, Pierre-Yves, parce que moi j'ai tout recensé, j'ai fait le petit travail, parce qu'on a bossé cette émission. La troisième, c'est l'utopie écologiste. Mais j'y reviens. Alors en fait, premièrement, maintenant j'aimerais te poser la question. J'ai fait des recherches, j'ai regardé chez les linguistes, j'ai repris des travaux. Hein. Moi, je fais que comme disait Cousin, je suis que un compilateur. Je ne fais que de. Oui, dire, comment il dit ça je fais que de recueillir. Hein. Donc, n'allez pas avoir une volonté de vous faire un exposé personnel. Après, on fait notre synthèse et on a nos sensibilités. Puis, comme par hasard, certains sujets vont être plus éclairés tant par Pierre-Yves que par moi, parce que voilà, on est des rêveurs avant tout. Donc, la traduction de utopiste, pas d'utopie, mais du mot utopiste, à travers l'anglais, l'italien, le français, l'allemand, il y a une récurrence, c'est qu'on a deux termes. Alors, je vous le fais en français pour que vous compreniez bien. C'est fabulateur, soit réformateur. Et ce qui est intéressant dans cette traduction, dans ces doubles traductions, fabulateur ou réformateur, c'est où se situe la frontière entre le réformateur ou le fabulateur. C'est ça qui est génial. Et plus on va avancer dans ce Kali Yuga de la pensée même de l'utopie, plus on va voir qu'on va tomber de plus en plus dans le pire de ce qu'il y a du réformateur et le pire de ce qu'il y a dans le fabulateur. Oui, c'est vrai. Et c'est rigolo parce que même cette définition pourrait caractériser les premiers utopistes comme Thomas More ou Francis Bacon, qui sont des gens qui justement inventent leur système, c'est leur imaginaire, tu vois, c'est l'imagination Avant, c'était les clercs qui seuls pouvaient écrire des textes et qui avaient accès à l'écrit. Là, c'est, on va dire, des profanes, mais très liés justement au mouvement soit réformateur ou pré-réformé de l'Église catholique, quoi. Donc, les utopies, c'est pas juste une rêverie d'un auteur génial dans son coin qui invente son petit monde.
c'est que ça suit aussi une évolution sociale, et c'est comme j'allais dire un espèce de carnet de route, un espèce d'horizon commun pour moi des nouvelles élites bourgeoises, marchandes, financières, qui vont prendre petit à petit le pouvoir en Occident. Tu sais que c'est Rabelais qui serait le premier qui utiliserait la référence Utopia de Thomas More pour faire le mot utopie, et qui francise donc le mot. C'est possible. Moi, alors juste là, c'est pour l'aspect plus historique. Vas-y. Avec quelques dates. Hein. Je parle vraiment des grands textes, parce qu'il y en a eu des milliers d'utopies écrites à la Renaissance. Donc tu fais ça, et puis après moi j'enchaîne les 3 étapes de la dégradation des utopies. C'est parfait. Voilà. Donc on part, comme tu l'as dit, 1516, Thomas More, Utopia. Donc comme tu l'as rappelé, utopie, c'est le U privatif et topos, le lieu. Donc c'est le non-lieu, quoi. C'est littéralement l'utopie. Donc c'est 1516. J'en avais noté une qui est un tout petit peu avant, qui peut se rapprocher de l'utopie également. C'est dans le Songe de Polyphile. C'est un livre néo-pythagoricien avec un peu d'alchimie, avec beaucoup de gravures. D'ailleurs, je te conseille de regarder les gravures du Songe de Polyphile. Et c'est 1467. Et à l'intérieur de ce livre, donc qui est attribué à Francisco Colonna, il décrit une cité idéale sur une île qui s'appelle Cythérée, et cette cité idéale est très pythagoricienne et néo-platonicienne, quoi. Donc c'est un petit peu avant Thomas More. Et sinon, on a le XVIIe siècle, Francis Bacon, 1627, la Nouvelle Atlantide. Un petit peu avant, on a Tommaso Campanella, La Cité du Soleil. Ça, c'est en 1623. On peut placer, pourquoi pas, Thomas Hobbes avec le Léviathan également. Et effectivement, Rabelais, donc c'est quelques années après Thomas More, c'est en 1534, c'est dans Gargantua avec sa fameuse abbaye de Thélème, avec, tu sais, le fameux slogan fais ce qu'il te plaît, il décrit une île plus ou moins utopique. Mais chez Rabelais, il y a quand même toujours le côté un peu ironique, comme on peut le trouver par exemple chez Cyrano de Bergerac, aussi en 1641, où il nous parle d'un monde utopique situé sur la Lune. C'est les États et Cyrano est le premier auteur à nous faire voyager sur la Lune. Voilà. Mais toujours en décrivant une cité un peu utopiste. Je l'avais pas noté aussi, mais on peut penser aussi à Jonathan Swift aussi, dans Gulliver aussi, la découverte d'îles, avec toujours des espèces de systèmes, franchement, que moi je vais appeler pré-communistes. Ah oui, alors, mais ça va y venir. Alors ça, c'est génial. Ouais. De toute façon, la phase terminale de ce néo-communisme, c'est l'ingénierie sociale totale qu'on va vivre à l'heure actuelle, hein, avec le mythe et l'utopie du réchauffement climatique humain, qui est un communisme à l'envers pour nous la foutre bien profond, si vous me permettez un certain prosaïsme. Bon, tu nous as fait une chronologie, mais vite fait, vraiment les plus connus, sachant vraiment que si vous tapez par exemple l'article Wikipédia Utopie, vous avez plein de références, mais là nous on va parler des grands cadres généraux, quoi. On va pas faire un exposé d'universitaire justement. Et toi justement, t'as sûrement des références aussi à nous. Mais moi j'ai vraiment envie de rendre le truc intéressant et intuitif pour les gens, parce que au final les sujets qui intéressent plus nos auditeurs à l'heure actuelle, c'est le côté et je vais y revenir, ingénierie sociale à la Lucien Cerise, parce que j'ai vu récemment une de ses toutes dernières émissions, et c'est marrant parce que c'est d'ailleurs notre ami commun de Baglis TV qui m'a envoyé cette vidéo, m'a dit ah tu travailles sur les utopies avec Pierre-Yves, ben mate ça, c'est génial, c'est tout nouveau, et j'ai trouvé hallucinant, c'est une des meilleures émissions, c'est un truc à 4000 vues. Le mec, il a moins d'abonnés que nous, le pote là qui fait venir Cerise, et j'ai trouvé magistral cet exposé, mais j'y reviendrai. Donc, si tu me permets, je vais enchaîner maintenant ces 3 étapes que j'avais distinguées. Alors, on a une première étape, comme ça remet de l'ordre avec tout ce que tu viens de dire. Donc, on a 3 étapes qui définissent cette grande course
à l'écriture avec ce thème aussi foisonnant que l'utopie. Premier, depuis Platon jusqu'à More, jusqu'à Thomas More, et on va dire même jusqu'à la Révolution, on a une utopie qui est plutôt politique. C'est le gouvernement qui pourra libérer les hommes si c'est le gouvernement de la vertu, de la sagesse et de la science. La deuxième utopie, je te parle de grands mouvements, de pensée, entre guillemets, j'ai envie de dire le terme, d'égrégore. On va se connecter à plus du tout ce concept-là, qui est platonicien, mais on va aller chercher l'utopie industrialiste. Le mot d'ordre, c'est la machine qui va libérer, ou la machine libérera, c'est à voir, l'humanité. C'est une anticipation Jules Vernienne dans ce paradigme. Et on a la troisième utopie, qui est d'une certaine façon l'utopie écologiste, qui, au contraire, à partir du XXe siècle, va dire non, la machine ne libère pas, elle a servi. Et d'une certaine façon, on a tout ce qui va arriver, le meilleur comme pour le pire, dans cette troisième utopie écologiste. On aura des courants parallèles qui vont s'opposer à la machine avec les contre-utopistes. Donc on a Huxley, on a Orwell, qui est la synthèse au final des trois moments de l'utopie. Et puis après on a des grands auteurs, donc j'ai cité Huxley et Orwell, mais bien sûr il y a Zamyatin, il y a Bradbury, Pierre Boulle et Thomas Disch pour les États-Unis. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, on est avec des interpénétrations entre ces courants. Oui. Alors, j'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit qu'Orwell et Huxley sont des auteurs utopistes écologistes. Mais moi, je place cet égrégore large pour vraiment faire un cercle chaque fois plus grand. Là, c'est le dernier qui circonscrit tout. C'est vraiment l'idée, l'homme est soumis à la machine, qui n'est pas du tout en fait libérée. Comme je vous ai dit, la punchline, c'est non, la machine ne libère pas, elle a servi. Oui, c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'était plus la réflexion sur la troisième étape, parce que je suis d'accord avec toi sur l'utopie. Vas-y, mais on est là pour discuter. Mais j'aurais dit, moi, à ce compte-là, l'utopie écolo-transhumaniste. Oui, mais alors ça c'est la dernière étape. Il y aura quand même de la machine et de l'IA, on en a parlé d'ailleurs sur la chaîne de Guillaume, couplé à l'utopie verte, quoi, tu vois. Complètement. L'utopie écologique, c'est vraiment années 50 et jusqu'aux années 90. Et elle tend, et ça c'est la théorie de Lucien Cerise, mais je pensais qu'on allait parler de ça plutôt en dernière partie d'émission. Oui, mais si tu veux, ces utopies écologistes des années 70 qui maintenant, en plus, c'est pas aujourd'hui, au jour même de notre émission, il y a des connards de gamins dégénérés style tiktokeuses, qui ont jeté de la soupe sur les tournesols de Van Gogh. Donc on est typique à ce que dit Cerise. Ça, c'est la version la plus maladroite, la plus puérile, la plus ridicule d'un point de vue d'un geste politique qui aurait un certain panache. Si c'est pour celui de faire du bad buzz sur les réseaux sociaux, mon Dieu, il y a mieux à faire. Comme disait, j'ai filmé mon père face à ça, j'ai montré la vidéo à mon père, on était en bagnole, il m'a dit mais qui s'attaque aux banques, ces crétins là, là ils auraient mon appui, mais là qu'est-ce qu'ils font ces crétins, s'attaquer à l'art? J'ai eu plein de gens qui m'ont écrit c'est le nouveau Daesh, il n'y a pas plus con que ces crétins. On a l'impression que c'est c'est les nouveaux religieux, ils s'habillent d'ailleurs différemment, ils veulent se différencier, ils plantent pas des hôtels ou des églises mais des éoliennes. Et puis c'est la nouvelle religion de tout ce que la critique peut avoir d'un laïc sur la religion, justement, Cato, tu l'as maintenant avec les écolos. Juste un truc, c'est que ces trois utopies ont des caractères communs, et pour moi c'est le côté collectiviste, communiste, on va dire, et dirigé par une petite oligarchie éclairée, détentrice de la science et de la raison, avec un grand R. Tu vois, toutes ces utopies, que ça soit celle de la Renaissance, celle du 19e, celle du 20e, 21e, on retrouve toujours ce côté que moi j'appelle carcéral, scientiste, pragmatique. Cela s'ajoute, et là je fais le lien avec Cerise du nouveau, donc, c'est que là, tu as ces trois aspects que tu viens de citer, mais il y a le terrorisme qui s'ajoute, qui normalement n'est pas présent dans les autres. C'est-à-dire que cette écologie de salon, cette utopie écologiste, tend à l'éco-terrorisme. Personnel déjà, parce qu'il y a une dureté des jugements moraux sur les réseaux sociaux et le fait que déjà, même si les gens sont pas conscients qu'ils sont des terroristes, parce qu'ils vont effectivement pas jeter de la soupe contre les tableaux de maître, mais il y a
un terrorisme ou en tout cas une acrimonie, une version de solidification de leur pensée au niveau du fait qu'ils passent leur temps à juger ceux qui ne sont pas dans leur utopie. Et ça devient des êtres totalitaires dans un système démocratique qui est censé pourtant accepter le débat d'opinion. Donc on veut détruire, c'est ça la phrase de Cerise que j'aime bien, c'est qu'avec cette écologie utopiste, dégénérée, 2.0, combini, slate, compatible, on détruit ce qu'on veut sauver. C'est une démocratie qui accepte normalement le débat d'opinion. Et là, il n'y a pas moyen. Tu nies le réchauffement climatique de production humaine, c'est comme si tu faisais un anathème. Là, moi, je pense vraiment que toutes les utopies sont totalitaires par essence. Okay. Et sont révolutionnaires. C'est juste qu'elles ont changé de nature. Et comme tu l'as dit, elles sont écolo, un peu transhumanistes aussi, même si je pense qu'effectivement la révolution verte, l'utopie d'aujourd'hui, c'est le Great Reset de Davos en fait. Ces gars qui balancent des trucs sur des Van Gogh, c'est des idiots utiles de cette utopie générale qui veut baisser. On est en plein dedans là avec la pseudo-guerre en Ukraine et tout ça, et les rationnements énergétiques. C'est tout à fait cette utopie-là, quoi. Mais quand tu dis sur l'aspect terroriste et totalitaire, moi je le retrouve aussi dans les utopies de la Renaissance, où on peut le retrouver, tu sais, chez par exemple la conjuration des égaux de Gracchus Babeuf, par exemple, pendant la Révolution française, tu vois, où on le retrouve justement, même si c'est une critique, dans 1984, Métropolis ou le meilleur des mondes. Il y a toujours un aspect totalitaire, et je pense que un citoyen de la Nouvelle Atlantide ou de l'Utopia de Thomas More serait dans un monde totalitaire, carcéral et communiste en fait. Alors justement, je peux faire un petit aparté. Une utopie libertaire, à la fois violente et pourtant en interne hyper cool. C'est une utopie que les gens ne connaissent pas trop. Alors pourtant, tout le monde connaît le symbole, tout le monde a une référence à ça. C'est le monde des pirates et de la piraterie. Avant les gauchistes, avant le grand mythe du partage et de l'égalité, c'est libertaria. Oui, libertaria, pardon. Oui, tout à fait. À Madagascar, utopie pirate, fin 17e, début 18e, avec, attention, tenez-vous bien les amis, une devise républicaine, générosité, reconnaissance, justice, fidélité. Alors, elle a bon goût, hein, générosité, reconnaissance, justice, fidélité, oui, mais en fait, le vol, c'est de la propriété. Le partage du butin, c'est la générosité. La solidarité, bien sûr, entre les membres. Il faut toujours qu'il y ait un putain de navire anglais à... Il faut toujours qu'il y ait un navire anglais à aller arraisonner pour que... Pareil, moi j'élargis le truc, c'est-à-dire totalement, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai aussi étudié les pirates et effectivement, il y a un aspect utopique, mais il faut savoir que la bourgeoisie avec un grand B qui a pris le pouvoir à la Révolution française a bâti son empire sur de la piraterie et de l'appropriation de territoire, hein, de toute manière. Et comme je le dis, c'est toujours parce que malgré ces grands idéaux égalitaires de partage, de vivre ensemble, on pourrait dire propre à toutes les utopies, il y a toujours une petite oligarchie éclairée qui est là, comme on le voit dans 1984, comme on le voit dans le meilleur des mondes, ou comme on le voit dans la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, avec la fameuse maison de Salomon, qui est, selon moi, cette maison de Salomon de Francis Bacon, la véritable origine de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie née en 1717 à Londres, qui a pour devise liberté, égalité, fraternité, ce qui est tout à fait les leitmotifs de la pensée utopique, avait pour but de refonder cette maison de Salomon de Francis Bacon. Et quand je dis ça, c'est pas juste philosophique en fait, c'est qu'on peut suivre, c'est à travers un certain personnage, un certain Samuel Hartlib, qui était un ami, on va dire, c'était quelqu'un qui était proche de Comenius ou de quelqu'un de Renaudot, tu sais le prix Renaudot,
qui étaient des gens qui ont développé, par exemple, tout ce qui était journaux, pour la presse, tu vois, la presse. Comenius, il s'occupait aussi de l'éducation, des livres pour enfants, donc de forger l'imaginaire collectif. Et ce Samuel Hartlib, qui était en connexion avec tout ce petit monde, avait écrit d'ailleurs une utopie qui s'appelle Macaria. Et ce Samuel Hartlib, il a fondé un cercle qui s'appelait l'Invisible College, le collège invisible. Vous pouvez regarder, c'est dans Wikipédia ce que je dis, c'est pas du complot. Et ce collège invisible a été à la base de la Royal Society. Et ensuite, tous les membres de la Royal Society, enfin tous les membres qui ont fondé la franc-maçonnerie venaient de ce cercle invisible et de la Royal Society, avec pour but de fonder la maison de Salomon telle qu'elle avait été décrite par Francis Bacon. Je crois même que Guénon en parle de ça, d'ailleurs. Donc ça serait une des origines les plus plausibles à la maçonnerie, quoi. Avec des origines donc bien vétérotestamentaires, quoi. Vraiment, le but... Moi, j'appelle ça judéo-protestant, quoi. Ouais, en termes de vision du monde, quoi. Parce qu'avec Thomas More, dans le genre littéraire, on a un récit fiction qui est voulu comme tel. C'est-à-dire qu'il décrit, mais c'est pas encore vraiment une injonction, entre guillemets. C'est un jeu de langage. Allez, on invente. Allez, par exemple, vous connaissez dans le délire insulaire de notre ami Thomas, on a 6 heures de taf par jour, même moins si les récoltes vont bien. Hein, c'est un idéal platonicien. Le reste du temps, on fait tout pour enrichir son esprit, se cultiver. Donc c'est vraiment l'idéal platonicien. C'est le corps, dans le sens qu'on reste dans un héritage grec. On a le corps, mais parce qu'il est utilisé pour l'agriculture. Dès que tu peux t'extraire de ça, c'est pour te cultiver. Et le paysan est, d'une certaine façon, homme de lettres à la fois. C'est une espèce d'idéal. À la base, c'est cool, hein. Petite maison avec jardin pour tout le monde, et puis on change tous les 10 ans, hein, pour pas qu'il y ait de problème. S'il y en a un qui est mieux placé, puis qui a plus de soleil et tout, tous les 10 ans on change. Et puis il y a un réfectoire commun où on bouffe. Donc ça, c'est juste pour vous dire. Ça, c'est la première. Puis après, on va avancer. Je pense que Klaus Schwab aime bien aussi. Hein. Vous n'aurez rien, et la sobriété heureuse de Rabbi, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Entre le 16e et le 18e, on recense plus de 400 utopies différentes et les codes vont gentiment changer, car on invente toujours un monde très loin où c'est parfait, puis à l'aune des révolutions et des changements sociétaux, ces utopies vont devenir de plus en plus « Ah tiens, mais si ça pouvait vraiment être comme ça, les gars, si vous voyez ce que je veux dire ?» Donc au début, on fait des trucs complètement idylliques, plutôt pour, ça c'est la grande théorie des profs de littérature quand ils parlent des utopies, ils disent « Mais vous voyez, c'était en fait pour pointer les défauts du quotidien. Si tu le faisais, tu te faisais défoncer. Et donc t'inventais un truc hyper bien en te disant « Ah mais en fait, nous on n'est pas comme ça. » Donc c'était un effet miroir inversé de se dire, vu que nous on montre le truc parfait, c'est pour en fait pointer les problèmes quotidiens de l'humaniste coincé dans sa renaissance. Ça c'est dans les grandes lignes soi-disant. Puis à partir du 18e, avec les Lumières, les réformes politiques et sociales, on va commencer à donc, comme je vous l'ai dit, vouloir réaliser ces projets. Et là, on a, vous pensez, il y a des termes, tu les as pas cités, donc je me permets de les citer. Oui. Il y a Charles Fourier, il y a Cabet, et là, après, avec le 19e siècle, on a vraiment le récit fiction d'un pays, alors là, ça va te plaire, l'Eldorado, hein, de notre ami Voltaire, que tu connais bien mieux que moi, qui devient un projet politique. Avec Voltaire, le projet de l'Eldorado, c'est comme s'il nous foutait un peu le pied dans la porte, en mode témoin de Jéhovah. Les gars, il faudrait plutôt faire comme ça. Je te laisse réagir. Oh ben, tout à fait ça. Et dans la même veine, il y a le fameux Saint-Simon aussi, également. On a, comme je l'ai dit, Gracchus Babeuf, le révolutionnaire, avec sa conjuration des égaux, qui serait vraiment presque les prémices du communisme. Je crois même que Marx, Engels en parlent, de Babeuf.
Moi, j'avais noté aussi les jésuites avec leur réduction au Oui, Paraguay. parle de ça, ça c'est génial. Parle-nous de ça parce que je sais que t'as digué là-dessus, c'est extraordinaire ça. Ouais, c'est les jésuites donc en Amérique du Sud faisaient des espèces de cités radieuses, mais sur le même modèle que Fourier et tout ça, donc très collectiviste avec des rues rectilignes, avec l'église au milieu du village dans des camps carrés et rectilignes quoi, et ça s'appelait des réductions et apparemment ça a bien marché également. Donc, tu as parlé de Cabet avec son voyage en Icarie. Ouais, alors, j'ai pas cité, mais toi, c'est bien que tu parles de ça parce que Cabet, c'est vraiment une forme de communisme chrétien. Hein. Voilà, ouais. Saint-Simon aussi, un peu. Enfin, Fourier avec son phalanstère et Gaudin, c'est le familistère. Donc, toujours le collectivisme, en fait, et le pragmatisme. Mais tout ça, moi, je trouve, quand même, ça manque de mystique, quand même. Hein. Attends, les gars, ils tirent à la règle leur truc, quoi. Icaria, c'est la capitale donc de la communauté d'Icarie. C'est quoi? C'est 1 million d'habitants maximum. La ville est circulaire, mais l'architecture est géométrique à fond, dans le sens que tu as un fleuve absolument rectiligne qui traverse. Il y a des... Enfin, les rues sont bordées de 16 maisons exactement. Chaque côté avec un édicule public. Au milieu et à chacune des extrémités, impeccablement propre. La cité ne comporte ni café ni hôtel particulier, mais seulement des bâtiments à usage collectif dans une bibliothèque aux ouvrages soigneusement choisis. Bon, bref, c'est pas là où ça baise en scred, quoi, tu vois. Non. Et Pierre Fourier, c'est le patron des féministes, hein, si jamais. Notre ami Fourier disait d'ailleurs que les progrès sociaux, écrit-il, s'opèrent en raison des progrès des femmes vers la liberté. Ça, c'est les progrès sociaux. C'est quand les femmes accèdent à la liberté. Et les décadences d'ordre social en raison du décroissement des libertés de la femme. Donc quand ça va bien, c'est parce que les femmes ont accès à la liberté. Quand ça va pas, c'est la décroissance des libertés de la femme. Ça, donc, bon, oui, je vois, mais il faut voir après les conséquences. Pourquoi? Parce que si même les meufs, elles ont des, on va dire, des désavantages sociaux, faut voir aussi qu'est-ce qu'il y a avant. Donc bon. Oui. Mais puis je te dis, il n'y a pas tout à jeter. Moi, je serais assez d'accord hein, avec le constat. Hein. C'est-à-dire que plus une société se développe, plus la femme acquiert des droits. Mais sauf qu'au bout d'un moment, comme pour tout, on l'a dit au début, moi j'ai une vision sinusoïdale hein, en courbe de Gauss. Donc, le bonheur parfait, la cité radieuse et la liberté, au bout d'un moment, elle va trouver ses limites et ça se finit souvent en emprisonnement, en société carcérale, hein, le trop de liberté. Quoi. Donc ça, de toute façon, ça a toujours été le défi de toutes les sociétés humaines de trouver un compromis entre l'ordre, la justice et la liberté individuelle. Quoi. Et trop de liberté, enfin, c'est jamais facile. Quoi. Et moi, j'avais trouvé un autre truc aussi. Alors, je sais pas si on peut le classer dans les utopies donc qui se réalisent, quoi, les utopies vécues, on pourrait dire, du 19e. C'est tout ce qui est les sectes de type mormon, Quakers ou Amish. Sachant déjà qu'à la base, la conquête de l'Amérique du Nord et la création des États-Unis a été énormément portée par une pensée utopique, quoi, de refaire presque la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Terre Sainte hein, des États-Unis, quoi. Et ces Mormons, ces Quakers, ces Amish. Alors là où c'est pas vraiment l'utopie, c'est qu'il y a quand même le côté religieux intégriste que n'ont pas les utopies qui seraient beaucoup plus scientistes, alors qu'on va retrouver un rejet de la science et de la technique. Mais je pense que ça participe quand même d'un même mouvement général. C'est en fait la face opposée de la même pièce, que ce soit pure science ou pure religion hyper sclérosée. Au final, ouais, ça se barricade. Mais ça devrait être plus en rapport, parce que tu sais, à l'époque du début des utopies, au 15e, 16e siècle, je renvoie souvent au livre de Norman Cohn, Les fanatiques de l'Apocalypse. Pour le bas peuple, on a eu tous les mouvements pré-réformés, des anabaptistes, des taborites, enfin tous ces mouvements complètement fous à partir du 16e, ouais même 15e, 16e siècle, donc au même moment que les premières utopies. Mais là, c'est pour le bas peuple, j'allais dire. Et alors que, comme on l'a dit au début, l'utopie, ça naît quand même dans un milieu éclairé et scientifique.
de la bourgeoisie montante, quoi, dans un milieu marchand, on va dire. Parce qu'il y a aussi le commerce dans l'utopie, une très forte valorisation des échanges, quoi. D'où la technoscience utopique à venir. Parce que l'économie ne peut pas marcher sans la technoscience par le libéralisme. Donc il vous faut bien une société de production et de production immense. Parce que il vous faut un développement technologique immense. Cerise donne l'exemple du lobby pharmaceutique. Il faut bien des savants fous, des chercheurs, une économie libérale et puis une technoscience qui, tous ensemble, forment la structure pour pouvoir après brainwasher la masse, quoi. Oui, oui. Ah non, c'est vrai. Et tout, là je vais parler comme un marxiste un peu, mais je veux dire tout marchandisé, quoi. Au bout d'un moment, pour que cette utopie elle marche un peu en cercle fermé, tu sais, c'est de la cybernétique. Il faut que chaque pièce rentre dans le système, et pour ça il va falloir tout uniformiser et marchandiser, quoi, pour que tout puisse avoir un code barre et être reconnu par le système central, quoi. Et pire, moi je vois avec les jeunes, tu sais, j'ai une expérience de prof, j'ai vu que même les élèves voyaient le monde comme de la marchandise, et même les rapports entre eux, donc même quasiment entre guillemets j'appelle ça de la soft prostitution entre eux, entre services, ouais. Il y a plus une entraide pour de l'entraide, il y a tout qui est à valeur marchande. Et là, je pense que c'est un auteur que tu aimes beaucoup, c'est Joseph de Maistre, qui parlait de la réalité. Hein, donc Joseph de Maistre, pour ceux qui connaissent pas, pour les auditeurs un peu nouveaux sur la chaîne, c'est un contre-révolutionnaire catho qui est assez piquant. Mais l'idée de la réalité chez Joseph de Maistre, c'est bien qu'on ne voit plus la réalité telle qu'elle est, mais comme l'ingénierie. Alors il n'emploie pas ce terme, mais là je fais exprès un anachronisme, mais comme l'ingénierie nous l'a fait voir, ou comme le pouvoir nous l'a fait voir, si vous préférez, pour être plus dans les termes de l'époque. Ouais, lui il parle, tu dis, de réalité. La réalité. Ouais, voilà, mais ça veut dire parce que ça veut dire la chosification, hein, la réalité. C'est comme d'ailleurs justement encore Karl Marx, il y a un de ses chapitres qui s'appelle la réification du monde, c'est-à-dire que la réification des rapports, et puis il en fait un néologisme, la réalité. Ouais, voilà, ouais. Et là on le voit à notre époque. C'est un truc de malade. D'ailleurs, Guénon en parle aussi, hein, dans le règne de la quantité. Qui serait presque un manuel de contre-utopie et de dystopie expliqué métaphysiquement, hein, en fait. Si tu lis bien entre les lignes Le règne de la quantité de René Guénon, tu écris Le meilleur des mondes, tu écris 1984, t'écris Soleil vert. Hein, Tu fais la fonction, moi j'utilise tout le temps ce terme, je sais pas si tu te souviens en maths, c'est la fonction inverse. 1 sur pi, c'est la fonction inverse de pi, tu vois. Ouais, voilà. Et puis 1 sur 1 sur la crise du monde moderne, c'est Klaus Schwab. Et donc on peut passer aussi au début également de ce qu'on appelle les dystopies ou les contre-utopies qui apparaissent au début du XXe siècle, quand justement on commence à voir les méfaits de la révolution industrielle et de ce progressisme qui doit nous amener vers des lendemains qui chantent, on va dire, et la cité radieuse. On s'aperçoit qu'elle n'est pas si radieuse que ça, et on commence à voir les premiers auteurs faire la critique justement de ces utopies. Finalement, sont toutes les mêmes. Toutes les utopies sont des dystopies, sauf que les utopies anciennes, c'était des projections de l'esprit, alors que les dystopies, c'est la projection d'un individu, d'un héros, d'un personnage à l'intérieur de ces utopies, et qui se rend compte qu'en fait il est en enfer et qu'il est en prison, tout simplement. Parce que par exemple, dans toutes les utopies, qu'elles soient très anciennes ou très récentes, il fait pas bon être un libre penseur, être un anarchiste, un révolutionnaire. Tu te fais vite rattraper par Big Brother
on parle à bien-pensance. Maintenant, il y a même plus besoin de Big Brother, en fait. Les gens s'auto-flippent. Les gens, en réalité, la réalité du Voilà. contrôle, il est là, quoi. Les gens se contrôlent, ils sont devenus des machines à se contrôler eux-mêmes. Les réseaux sociaux, c'est hallucinant, tu pètes de travers. Moi, je me fais shadowban toutes les 2 semaines parce que j'ai fait un petit gag et puis que effectivement, je suis pas pro-Poutine, mais disons que j'ai quand même des gros doutes avec le zèle de BHL et de ce genre de conneries, tu vois. Pour reprendre. Imagine, moi, j'ai fait une émission avec Conversano. Je peux te dire qu'il y a des gens, ils étaient pas contents sur ma chaîne. L'utopie est une dystopie racontée de l'extérieur où on la présente comme parfaite, alors que la dystopie est une utopie vécue de l'intérieur. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait en mieux expliqué ce que j'ai voulu dire. C'est juste une phrase, je me suis un peu inspiré d'un auteur que j'aime pas du tout, qui est Marc Atala, que j'appelle d'ailleurs Marc Attali. C'est un directeur d'un musée qui est tout près de chez moi et puis ce serait hyper cool que j'expose chez lui parce que c'est l'espace Jules Verne de Suisse romande, puis c'est la maison consacrée à la science-fiction en Europe. C'est un truc, il a des thunes et tout, il fait des expos super bien, mais à part ça, ce con, je peux pas lui enlever son talent, ça, y a pas de problème. Mais voilà, il cite, il est assez calé aussi dans les utopies. Dès qu'il y a la RTS qui parle de ça, on lui demande à lui de faire un exposé. Par contre, moi, je préfère parler d'autres philosophes qui ont dit des choses un peu plus subtiles que lui. Je sais pas si tu connais Miguel Abansour. De nom, j'ai pas lu parce que je m'étais quand même bien intéressé déjà dès la fac à l'utopie. Moi, j'avais bien aimé Jean Servier. Oui, qui est génial. Mais tu vois, sur cette idée de utopie, dystopie, ce rapport corollaire entre les deux, lui disait, ce n'est pas l'utopie qui est le berceau du totalitarisme, mais bien le totalitarisme qui est le cercueil de l'utopie. Oui. Ah bah, ça c'est le philosophe qui parle d'utopie. D'accord, mais moi je sens quand même ce côté totalitaire, même chez Thomas More, même chez Campanella, même chez Bacon. C'est peut-être parce que moi je suis pas assez psychorigide et que je suis peut-être trop anarchiste, mais ça me plaît pas quoi. Ça me fait pas rêver quoi, on va dire plutôt. Quoi. Je parle personnellement quoi. Ça m'a toujours un peu inquiété. Les utopies et les gens qui ont des grandes idées et les idéalistes, je sais que ça se termine toujours en goulag et en camp de concentration généralement. Quoi. À toutes les époques. Hein. Et c'est rigolo parce que tu parlais de Jules Verne, et pour moi, Jules Verne, c'est peut-être le premier auteur qui a écrit une dystopie. C'est le premier auteur dystopique pour moi, avec son livre qui avait été refusé à l'époque par son éditeur de toujours, Herzl, qui s'appelle Paris au XXe siècle, et qui est ultra dark. Et t'as justement l'immersion d'un individu un peu rêveur dans un monde totalement technocratique, féministe, où toutes les femmes, à force de vu qu'il y a égalité entre les hommes et les femmes, tu vois, il est ouf ce livre, il est incroyable. Elles ont toutes des coupes au carré dans le livre de Jules Verne, et petit à petit, à force de se comporter comme les hommes, en fait, elles perdent leur forme. Au bout de quelques générations, elles ont plus de seins, plus de hanches. Et tout le monde se ressemble en fait. Et donc c'est très actuel tout ça, parce que tu peux voir presque là pour le coup une critique des dérives du féminisme. Et ça c'est écrit en 1870, quelque chose comme ça quoi. Alors si tu parles de Jules Verne, je suis obligé d'ouvrir la parenthèse que je vais refermer parce qu'on va bien sûr s'intéresser à beaucoup plus passionnant et d'actualité sur l'ingénierie sociale. Mais tu vois, on a toujours dit c'était une culture d'élite, de philosophes, de lettreux, de magistrats, de parlementaires, enfin d'intellectuels. Avec Jules Verne, on a les textes qui circulent. Les gens lisent. On n'est plus au 17e ou au début du 18e, quoi. Le 19e, les gens lisent. Et il y a, à la fin du 19e, avec tous les changements, l'utopie, elle bat de l'aile. Parce qu'en plus, je vais en reparler, mais tous ces utopistes, on appelle les utopistes socialistes, se sont fait eux-mêmes mettre en PLS par Marx et Engels, parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment la vraie puissance du capital. C'était que de la rêverie. Et le matérialisme historique, en fait, balaye les socialistes utopistes.
Mais pour compenser, pour toujours faire rêver, il y a justement ces révolutions technologiques qui débarquent, parce que la fin du 19e, moi si j'ai une machine à voyager dans le temps, j'y vais. Franchement, c'est là où il faut aller voir. Il faut aller voir, en fait, bon, tu vas me dire, avec une machine à voyager dans le temps, tu vas voir d'autres trucs. Mais je sais pas pourquoi, moi, je suis attiré. C'est peut-être parce que dans mon univers graphique, je suis un peu un gros nostalgie de ça. Mais il y a tout qui va se passer. Et il y a cette putain de science-fiction qui arrive, qui est d'une certaine façon l'utopie un peu pour les nuls, projetée dans un délire scientifique. Donc, d'ailleurs, le terme science-fiction, avec l'anglais où les adjectifs ont lieu avant les noms, ça donnerait normalement fiction scientifique. Ce qui change tout. L'aboutissement, c'est peut-être là où on n'est pas d'accord, hein, j'en sais rien, on peut en discuter, mais l'aboutissement de l'utopie à l'ancienne, depuis Thomas More, s'est concrétisé en 1917 en Russie. Ouais. Oui. Là, ça a été vécu par des millions de gens, et tu parlais de Marx et Engels, étaient aussi des utopistes sur bien des points aussi. Hein. La dictature du prolétariat, pour moi, c'est l'utopie. Hein, également. Mais attends, ils ont chassé une utopie avec les Fourier, les Cadets, tout ça, mais est-ce que les Owen, mais est-ce que le matérialisme historique n'est pas aussi une putain d'utopie? Bien sûr que si, oui, bien sûr que si. Et je pense que même, c'est même pas, en fait, c'est un long courant, on peut dire, qui commence à partir du début de l'imprimerie, à partir du début de la découverte du Nouveau Monde et de la montée de cette classe bourgeoise et marchande, qui prend le pouvoir à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française, la création des États-Unis, et qui se poursuit au XIXe, et qui est de plus en plus radical, et qui, pour moi, aboutit vraiment au communisme pur et dur, sachant que les nouvelles utopies sont beaucoup plus subtiles. On pourrait dire que, par exemple, le 1984 de George Orwell, il va critiquer les dérives du système totalitaire communiste, alors que Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, lui, c'est la critique de notre société, on va dire de consommation, la société d'après la Deuxième Guerre mondiale, de la civilisation. Que les nazis ont perdu. Ouais, du monde libre, tu vois, comme on dit, quoi, qui n'est pas du tout libre, justement. Et justement, toi qui parlais de Lucien Cerise, lui, il montre bien justement l'aspect servitude volontaire que on ne trouve pas dans les anciennes utopies, où il y a toujours un pouvoir fort et des lois strictes, et si tu t'écartes de ces lois, ça va pas bien. Alors qu'aujourd'hui, les gens se fliquent eux-mêmes. Il n'y a plus besoin de miradors, il n'y a plus besoin de faire des cités carrées ou de la mettre sur une île. L'utopie, elle est diffuse, elle est dans les cerveaux, elle est partout, et elle est cool en plus. On te la vend comme quelque chose de cool. Oui, parce que c'est vrai que dans toutes ces utopies, il y a souvent un Basileus suprême. Hein. Et ça, le gauchou, il aime pas le Basileus suprême. Dans la République de Platon, on pose une société égalitaire. Alors comment ça va? Et c'est égalitaire, tout, mais il y a quand même un big boss. Problème, je le résumerai comme ça, d'un point de vue philosophique, on est loin des considérations guénoniennes, mais pour vraiment faire un peu de philo, du droit, on a toujours la question du pouvoir dans les utopies, mais ce n'est pas un pouvoir pour le machiavélique, au nom de la raison d'État, mais au nom de la raison du bonheur. Et ça, oui. c'est le glissement, en fait. Pouvoir de la raison d'État ou au nom vraiment de la raison du bonheur. La morale, dans ces utopies, est fondée dans un droit naturel. Et non pas dans un droit, entre guillemets, dans une théologie. Et on revient à ta distinction que tu as fait avec tes mormons, là. C'est-à-dire que eux, la morale, elle est fondée sur la cristallisation judéo-protestante, théologiquement, tu vois. Oui. Elle n'est pas fondée sur la raison du bonheur d'un État qui est justement... je ne sais pas si tu vois cette petite... Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et pour reprendre la distinction que je faisais justement entre 1984 et Le meilleur des mondes, dans 1984, le héros veut s'échapper de ce monde-là. Il sait qu'il est gouverné par Big Brother et que c'est un enfer. Alors que dans Le meilleur des mondes, les protagonistes, soit ils se suicident, soit ils préfèrent finalement rester dans Le meilleur des mondes et pas s'en échapper. Tu vois, c'est deux
deux perceptions différentes, quoi, tu vois. À part ça, je te dis un truc parce que tu l'as cité avant. Je te promets, même moi, qui suis pourtant à me faire déglinguer par Suisse romande là. Faut imaginer la Suisse romande, c'est un peu grand. Tu prends tous les départements. Je vais pas dire que c'est Paris, mais tu prends entre Lausanne, Neuchâtel, Genève, c'est un peu un Paris un peu diffusé, tu vois. Puis tout le monde se connaît. Tout le monde sait, il y a à Lausanne, il y a lui, il y a lui, il y a lui. À Neuchâtel, il y a lui. À Genève, il y a lui, tu vois. Que ce soit dans le rap, dans le graffiti, dans le dessin, dans les tatous. Alors que, en France, tu peux déjà difficilement faire ça. En Suisse romande, tu arrives très facilement, en plus avec les réseaux sociaux, à voir. Puis c'est génial parce que ça te met les amis de qui sont les amis de qui. Hallucinant. Bref. Mais je sais que toi, t'es pas sur les réseaux, en tout cas Instagram et tout ça, mais moi, j'arrive tout de suite à voir les trolls quand ils viennent dans mon cercle. C'est, lui, à mon avis, c'est pas normal. C'est quand tu vois son réseau d'amis. Bref. Je suis pas un féministe. Vraiment pas. Je suis pour le vrai féminisme à la Badinter ou on va dire, le féminisme universitaire intelligent de l'époque, mais pas pour le néo-féminisme. Mais je te promets, Pierre-Yves, j'ai regardé Soleil Vert. J'ai jamais vu ça. En fait, je suis étonné. D'ailleurs, là, je donne une piste. Il y a des gauchos qui nous écoutent depuis le début avec le poing serré dans la poche. Ils vont prendre des notes, là. J'ai maté Soleil Vert. Je crois que même moi, j'étais choqué de voir autant de, entre guillemets, virilité. Je crois que Happy Days avec Fonzie, je sais pas si tu te souviens, hey, tu sais, il faisait des claquements de doigts, des machins. Puis t'avais ces bonnes femmes cons comme des balais, ces gourgandines américaines, là, dans ces pubs, et puis les driving qui suivaient le Fonzie, là. Qui était ce mythe américain. C'est aussi une belle utopie, ça. Quand tu y penses. Oui, c'est vrai. Et quand tu vois, je fais juste encore un tout petit tunnel dans le tunnel. Quand tu vois Fonzie, je me suis fait toute une analyse, vu que moi j'ai des origines italiennes, et même moi, je supporte plus. Alors les Italiens sont parfaitement intégrés. D'ailleurs, c'est des Suisses encore plus Suisses que Suisses. J'ai une vidéo quand je critique Onfray où on voit mon père qui débarque par hasard, puis tu vois comme il parle de l'immigration italienne, comme eux ils en ont chié, puis qui supportent pas ces Arabes qui eux demandent tout, les droits avant les devoirs, tu vois. Mais même, je comprends un truc. J'ai regardé Fonzie. Puis je me suis dit, pour les Américains blancs, bon, de toute façon, les États-Unis, c'est que de l'immigration. Mais on s'entend. Il y a la culture américaine, et puis il y a ce putain de Fonzie, italien, beau gosse, rocker, parce que l'époque c'était ça, qui est l'élément culturel dissonant qui fait que la normalité devient la norme. C'est-à-dire le mec qui chie sur le système, puis qui est beau gosse, puis qui baise les meufs et tout. Et je me suis dit, en fait, à l'époque, pour que ça marche, cette première idée de désacralisation de la culture et de l'injonction occidentale chrétienne, il fallait foutre un Fonzarelli. Et puis maintenant, sur Netflix, on met des Arabes et puis des Blacks, beaux gosses, qui font la même chose, puis qui se tapent des blanches. Ah bah et tu peux faire la même chose avec les Beatles, les Rolling Stones, les gars, ils étaient plus habillés comme leurs parents en fait, tu vois. C'était des jeunes un peu désapés, mal coiffés, du rebelle, du mauvais garçon. Le rebelle, c'est l'italien motard. Alors il a quand même, hein, il est inséré parce que tu vois, c'est l'époque Happy Days. Il aime le rock. Il fait de l'Harley Davidson et tout ça. Alors que maintenant, tu nous mets un bougnoul de cité qui fait de l'autotune, donc qui se coupe complètement de la culture populaire, en fait, au final. Ce serait même pas le vrai rap pour moi, entre guillemets, mais là c'est un autre sujet. Et puis voilà, il prend des bagnoles américaines où il fait du custom. Il va pas faire de la mobilette ou du Solex ou je sais pas quelques artefact typique français qui fait qu'il ait le pied entre les deux, enfin qu'il a les pieds dans les deux mondes. Chaque pied dans un... parce que comme on passe de l'utopie à la dystopie, on peut dire on passe du héros à l'anti-héros, en fait. Après, anti-héros, je te jure, je finis comme ça le tunnel, le Soleil Vert, mais j'ai jamais vu ça. Souviens-toi, l'acteur, là, c'est ce policier qui lui voit qu'il y a de la corruption, puis qu'il y a cette histoire, et puis que tout le monde qui s'intéresse à cette histoire de Soleil Vert, se fait descendre, même le pasteur, mais il parle aux gonzesses. Il est là. C'est vraiment, je te rencontre, t'as la nouvelle qui vient, la nouvelle meuf qui est à donc l'espèce d'escorte de luxe pour ces riches. Lui, il a cet appart, il peut bouffer, il peut découvrir ce que c'était l'ancien monde, puisqu'il a son pote qui lui a vécu l'ancien monde. Mais c'est que des sorties, des trucs, mais même moi, j'étais choqué. J'étais là, oh, mais bordel, même moi avec ma meuf, j'aurais pas osé, quoi. Et c'est ça tout le long. Je vois un homme solide qui se rapproche de toi. Il est prêt à te protéger.
Comme tu as de beaux cheveux. Tu es gentil. Alors, ça vous a plu, hein? C'était à votre convenance, n'est-ce pas? C'est bon, ça. On a une émission de qualité, malgré la caméra jaune pisse de Pierre-Yves. Je pensais qu'avec 3 bouts de bois, tu nous aurais fabriqué une caméra en haute définition. C'est quand même autre chose que la pâle lumière blanche d'un exposé universitaire, barbant et austère comme un néon de chiotte. Ici, il y a du niveau, et le meilleur s'en vient. Restez calmes, les pucelles, il y en aura pour tous les goûts. Du pouce rôti, de la saucisse, du et de la grande anticipation. Maintenant que vous avez été docilement introduit, historiquement parlant, je veux dire, place à l'ingénierie sociale. Et vu le taf que la montre s'est tapé pour le montage, c'est bien simple, mon coco. Tu as le choix. Soit tu types Pierre-Yves le Noble, ou soit tu types le grand singe Mandril, ou encore meilleur, un petit threesome, et tu les types les deux. Dans tous les cas, tu accèdes à la deuxième partie, qui dure plus d'1h30. Il y a du job, et tout un tas de trucs exclusifs qui ne pourraient pas être passés en vidéo public simple. Tu penses bien, hein? C'est le bannissement immédiat, loin du bal, pulvérisé. Là, maintenant, place au complexe, au cynique, à la mysticosphère piquante, mieux que dissidente, transcendante. Donc mec, fais pas chier, pour 3 balles, tu types l'apôtre Pierre, ou le mandril, t'as le choix. Tu accèdes à plein de choses, un univers qui dépasse ton entendement, fais pas ta mijaurée, type nom de Dieu, type bordel, et tu soutiens ces 2 tarés. Ils t'aiment, tu sais, ces cons grand cœur, et ils aiment partager leurs serreurs, et surtout leurs très bons moments, tu sais, sur cette petite conférence de sifflets. C'est Versailles lorsqu'ils parlent en toute intimité, hein? C'est Versailles, putain, c'est Versailles! Ça brille, ça chie derrière les rideaux. Ils se lâchent, mais c'est que pour les abonnés. Faudra payer ces 2 petites catins si tu veux les entendre rigoler. Tu as saisi l'affaire. Les toppings chauds du tout gratuit, ça vaut que dalle. Et ils sont obligés sur YouTube de faire avancer leur taf. Et du taf, il y en a. Alors juste pour 3 €, merde! Tu payes ta putain de merde contre Netflix et tu en redemandes, hein, du caca sur tes lèvres, du Amazon Prime, du Disney+, de la déjection insipide. Et de tout de suite, je ne puis seul, car la deuxième partie est encore mieux que l'intro.